Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Panaméricaine, un podcast créé et animé par Marie Vesco et Antoine Rousseau qui porte sur les travaux actuels en sciences sociales sur les Amériques. Cultiver son jardin. On récolte ce que l'on sème. De nombreuses expressions témoignent de la profondeur des liens qui unissent les humains aux plantes. Les végétaux sont des fenêtres originales pour étudier les contacts entre différentes sociétés humaines. Et les plantes sont des indices des circulations intenses qui relient les Amériques entre elles et avec le reste du monde. Aujourd'hui, nous allons explorer ces relations sous toutes leurs boutures avec Antoine Duranton et Lou Kermarrec. Antoine Duranton est doctorant en histoire moderne à l'EHESS, rattaché au CRH. Sa thèse s'intitule « Entre ciel et terre, la colonisation agricole des Antilles et de la Nouvelle-Espagne, 1492-1598 ». Lou Kermarrec est docteur en anthropologie de l'EHESS au CEIAS. Sa thèse, réalisée sous la direction de Catherine Servan-Schreiber, Laurence Pourchet et Michel Boivin, s'intitule « Le jardin, l'île et le mythe, une ethnographie de l'indianité en Guadeloupe et d'une circulation des plantes et des savoirs, Antilles, Mascareigne ». Alors pour commencer, on aimerait revenir sur les racines de vos parcours de chercheurs et chercheuses. Pourquoi est-ce que vous avez choisi donc ces sujets de thèse ? Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous spécialiser sur les plantes ? Et pourquoi avoir choisi ces aires géographiques spécifiques en Amérique, en Guadeloupe pour toi Lou et en Nouvelle-Espagne pour toi Antoine ? Est-ce que tu veux commencer Lou ? Oui, merci beaucoup. Moi je suis guadeloupéenne, donc pour moi c'était important de pouvoir travailler sur mon pays. Et donc j'ai fait un master d'ethnobiologie au Muséum d'histoire naturelle de Paris que j'ai soutenu en 2013. Et ce master portait donc en ethnobotanique précisément sur les jardins indiens de la Guadeloupe, où je travaillais sur la définition d'une plante apportée par les Indiens, apportée par les ancêtres engagés. Comment est-ce qu'on pouvait caractériser ces jardins, s'il y avait un certain nombre de plantes qui revenaient dans les descriptions et dans les discours mémoriels enregistrés. Et j'ai voulu continuer donc en thèse ce premier défrichement. Je me suis inscrite donc à l'EHESS et j'ai poursuivi ce travail en proposant une petite comparaison sur les jardins et l'hindouisme dans les îles Mascareignes, donc à La Réunion et à l'île Maurice. Et qu'est-ce qui a fait que t'as porté ton intérêt sur les jardins hindous ? Au départ, j'avais envie de travailler sur le jardin créole. Et en fait, en cherchant un sujet qui soit un petit peu original, puis qui coupe un petit peu avec la sempiternelle question des plantes médicinales uniquement, je me suis dit que j'avais envie de travailler sur l'hindouisme, en fait, et j'ai couplé les deux, du coup, jardin et hindouisme. Et toi, Antoine ? Alors moi, au début, ce qui m'intéressait le plus, c'était la question de la religion au XVIe siècle. Et en fait, au début, je voulais travailler sur les guerres de religion en France et en master, c'est ce que je pensais faire. Et après, pour une série de raisons, notamment parce que je connaissais déjà un peu le Mexique, et aussi parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui se jouait au niveau du catholicisme de l'époque moderne au Mexique, en Amérique espagnole, que j'ai voulu partir sur ce terrain-là. Et en fait, à l'origine, ce que je voulais faire, et ce que j'ai fait en partie en master, c'était travailler sur le vin qui est utilisé pour la messe. Et évidemment, quand on se pose la question du vin, on se pose la question de la vigne. Donc j'ai fait un mémoire sur la vigne. Et en thèse que je suis en train de faire actuellement, j'ai élargi à toutes les plantes, notamment méditerranéennes, qu'emmènent les Espagnols avec eux en Amérique, en montrant que en fait, c'est à peu près les mêmes logiques qu'avec la vigne, même pour des plantes qui ne sont pas utilisées directement dans le culte catholique. Alors je vais rebondir sur ton intérêt premier pour la religion, Antoine, parce que il me semble que dans vos deux sujets, les liens entre végétaux et religion sont assez prégnants, notamment dans les questions de pratique du culte. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quelle mesure ? Oui, alors les Espagnols en arrivant en Amérique ont toute une série d'objectifs en tête, mais il y en a un notamment qui est important et qui est l'évangélisation des populations autochtones. C'est pas seulement une excuse, c'est aussi une excuse de la présence en Amérique, mais c'est également un des objectifs, en tout cas pour une partie des Espagnols. Et la religion catholique, on a tendance à l'oublier, a besoin de toute une série d'objets et notamment de plantes. Donc j'ai parlé du vin, mais il y a aussi le blé pour faire l'hostie, le pain de l'hostie, l'huile
l'huile dans une certaine mesure. Et donc dès le début, la question se pose, parce que quand il n'y a pas de vin, on ne peut pas célébrer la messe. Il y a un manque crucial, et il y a toute une série d'angoisses théologiques et politiques qui font que la vigne et les autres plantes, qu'ils appellent les plantes de Castille, les Espagnols, trouvent au cœur de l'appropriation du territoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Amérique, c'est pas seulement les plantes les plus immédiatement liées au culte qui sont incluses dans cette préoccupation. Il y a également des plantes qui sont un peu plus éloignées de liturgie. Donc par exemple, la grenade, qui n'est pas utilisée dans la liturgie. Un chroniqueur, Garcilaso de la Vega, nous dit que quand il y a la première grenade qui est récoltée au Pérou, à Lima, on l'emmène en procession avec le Saint-Sacrement dans toute la ville. Quand il y a le premier raisin de vigne au Nicaragua, c'est la même chose qui est faite. Et il y a une sorte de sanctuarisation, d'appropriation, d'hispanisation de l'espace qui passe par ces plantes. Avec l'idée bien sûr qu'un Espagnol est forcément catholique et il doit donc avoir ces plantes de bon Espagnol, de bon catholique. Merci. Et toi Lou, du coup, est-ce que dans l'hindouisme, tu observes aussi des logiques similaires au niveau de l'usage des plantes, pour les rituels ou pour faire des offrandes aux différentes divinités? Tu travailles sur la communauté indienne, donc descendante des engagés indiens de la fin du 19e siècle. Et comment est-ce qu'ils ont fait justement pour adapter ces pratiques-là? Alors moi je vais rebondir sur l'idée de l'absence sémantique quand il manque une plante. Vraiment vis-à-vis de l'absence, ça c'est quelque chose qui me motive énormément dans ma réflexion de recherche, puisque donc comme tu disais, les Indiens, les engagés indiens sont arrivés donc de l'Inde en Guadeloupe entre 1854 et 1889. Donc contrairement à d'autres populations qui étaient arrivées avant eux aux Antilles, ils n'ont pas eu à défricher le paysage, donc ils font pas partie des populations qui ont contribué à l'émergence des grosses plantations. Par contre, ils ont travaillé en tant que main-d'œuvre sur ces plantations. Et chez les hindous, les plantes sont extrêmement importantes. Parce qu'on ne peut pas célébrer de culte sans plantes, quel que soit le type de culte dont il s'agit. Et certains dieux hindous sont associés à des plantes, à des arbres, à des fleurs. Donc, notamment les jasmins sont associés à la déesse, par exemple, à Kali ou à Mariamman pour les hindous tamouls. Certains arbres sont associés aux dieux, par exemple le manguier et le nîmes vont être associés à Shiva, Kali, Mariamman, etc., Durga. Donc quand ils arrivent en Guadeloupe, ils sont bien embêtés parce que beaucoup de ces plantes-là ne se trouvent pas présentes. Et l'intérêt, donc, pour moi, avait été de recueillir dans la mémoire orale ce qui avait pu être considéré comme un manque, et les stratégies que ces personnes-là avaient mises en place pour parvenir à maintenir leur manière de faire ou leur rituel. Et moi, j'avais eu envie de décrire donc cette ethnographie plutôt mémorielle, on va dire, sur la reconstitution par la mémoire des cultes qu'avaient pu faire les engagés indiens, en les mettant en confrontation avec des sources plus botaniques, c'est-à-dire essayer de comprendre quel était l'état du paysage à la fois cultivé et endémique de la Guadeloupe au moment où ils sont arrivés. L'un des résultats de cette enquête-là, c'était de montrer à quel point les Indiens avaient réussi à transmettre de manière très fixe les piliers vraiment du culte d'offrande. C'est-à-dire qu'un rituel hindou repose essentiellement sur une invocation des dieux avec un rituel d'offrande. Donc on offre une lampe, par exemple, faite dans de l'huile, ou une fleur, par exemple, ça peut suffire, comme on peut aussi offrir un animal, des fruits, etc. Et ils ont réussi à répéter très exactement ce qui fait la structure même d'un rituel hindou, c'est-à-dire l'utilisation du curcuma, du bétel, des feuilles de manguier, de certaines fleurs associées aux dieux, par exemple le jasmin, les ixoras, l'utilisation des noix de coco, des bananes. Donc tout ça, soit ils les ont trouvés sur place, soit peut-être c'était des plantes qu'ils avaient aussi pu amener avec eux. Et malheureusement, ils n'ont pas pu trouver en Guadeloupe d'autres plantes dont ils avaient besoin pour prier les dieux, comme par exemple le fameux tulsi sacré, donc Oxymum tenuiflorum, qui n'était pas présent en Guadeloupe à cette époque-là. Donc on ne sait pas si éventuellement ils auraient pu passer avec des graines, mais en tout cas, si jamais ils l'avaient fait, les plants n'étaient pas assez nombreux pour être perpétués. Et donc, par exemple, pour reprendre juste l'exemple du tulsi, il y a d'autres tulsi qui sont associés à des dieux, par exemple le fameux ram tulsi, qui est l'Oxymum campesianum, qu'on retrouve aussi en Amérique du Sud. Celui-là, par contre, ils l'ont trouvé en Guadeloupe. Ils ont pu l'utiliser, par exemple, pour le planter devant la maison, parce que c'est une plante qui peut être spontanée, donc on peut la laisser, par exemple, pousser devant la porte de la maison pour attirer, en quelque sorte, les bénédictions des dieux. Mais jamais ils ne l'ont utilisé exactement de la même manière qu'on pourrait utiliser le tulsi associé à Krishna et à Lakshmi. Et le ram tulsi, donc, qui est associé à Hanuman, comme dans le Ramayana, ils ont gardé exactement l'utilisation
exact qu'on en faisait en Inde, c'est-à-dire qu'ils l'ont intégré au culte d'Hanuman uniquement. Parce qu'on retrouve parfois dans une littérature qui, heureusement aujourd'hui, est assez ancienne, dans les années 50-60, où on dit voilà, ils sont acculturés, ils sont créolisés au sens très péjoratif du terme, où ils font un peu n'importe quoi, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Et l'une des hypothèses que j'essaye de formuler, c'est qu'au lieu justement de faire n'importe quoi quand ils n'ont pas ce qu'il faut, ils préfèrent le laisser de côté plutôt que de transmettre quelque chose qui est faux. Le principe intrinsèque de la plante, quand elle est un dieu, tu peux pas la remplacer par autre chose puisque la plante elle-même est une divinité. Donc autant la plante médicinale, tu agis avec les propriétés de la plante. Donc quand tu n'as pas ce qu'il faut, tu peux prendre une autre plante qui aurait les mêmes propriétés. Quand tu as une plante en face de toi qui est une divinité, tu ne peux pas la remplacer. Prendre un autre exemple, peut-être ce sera plus simple. Le pipal, par exemple, qui est un dieu associé, par exemple, à Shiva. C'est un ficus, donc on va le retrouver beaucoup devant les temples en Inde. Il n'y en avait pas en Guadeloupe au XIXe siècle. Et il y a des personnes qui ont réussi à voyager avec des livres de prière qui avaient des feuilles de pipal séchées à l'intérieur de ces livres. Donc il y a aussi toute une transmission orale de noms de plantes dans les chants et les prières, qui sont ensuite traduites en créole, que ce soit des prières en tamoul, en bhojpuri ou d'autres langues. Et donc les personnes aujourd'hui, les hindous aujourd'hui en Guadeloupe, ont connaissance de ces noms de plantes, en fait, de ce qu'on fait avec, de ce que ça signifie, mais ils les voient pas en face d'eux parce qu'ils ne les ont pas. Et donc dans les années 80-90 à peu près, disons qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont eu la possibilité de voyager, aller en Inde, aller à Trinidad, aller à l'île Maurice ou ailleurs. Et ces personnes donc ont vu ces arbres-là, ils se sont dit « Ah c'est ça, d'accord, le pipal dont mon grand-père me parlait, c'est ça, et ben je vais prendre un plant et je vais le ramener chez moi. » Voilà, c'est un peu ça la stratégie. Bah dans ce cas-là, alors c'est plus, il y a plus de ressemblances que ce que je pouvais penser au début. C'est que au Mexique, par exemple, on pourrait imaginer qu'ils auraient utilisé le maïs pour faire des hosties. Hein. Quand ils parlent du maïs, la façon la plus courte pour expliquer aux Européens ce que c'est le maïs, c'est de dire c'est leur blé, c'est le blé des gens sur place. Mais il y a une sorte de rigueur à ce niveau-là qui fait que, alors en partie parce que la scolastique médiévale a dit, et notamment Thomas d'Aquin a dit le pain et le vin, ça peut être que du pain de blé et du vin de vigne, et en partie parce qu'il y a aussi le contexte des réformes protestantes et notamment des calvinistes qui remettent en cause ce que c'est que l'Eucharistie. Mais ce qui est sûr, c'est que au Mexique, quand il y a par exemple une pénurie de vin parce que les flottes n'arrivent pas, elles ont été attaquées par des corsaires ou elles ont fait naufrage, et qu'on est au courant qu'il va pas y avoir du vin pendant un an qui va arriver d'Espagne, parce qu'on n'en produit quasiment pas au Mexique à cette époque, on va rationner le vin qu'il y a dans la ville. On va faire une collecte, ça arrive en 1596, on va faire une collecte de tout le vin qu'il y a dans la ville, et on va attribuer à chaque monastère une portion pour qu'il puisse continuer de faire la messe. Et il y a des lettres aussi de missionnaires, alors là c'est plutôt des lettres de missionnaires que j'ai trouvées pour l'Amérique du Sud, qui sont en Amazonie équatorienne, et qui eux envoient des lettres en disant j'ai pas pu célébrer la messe depuis 6 mois parce que j'ai pas de pain de blé. Et évidemment, ça pose le problème de à quoi bon aller au fin fond de la forêt pour aller évangéliser des Amérindiens si on n'a pas les outils matériels pour faire ça, quoi. Voilà, c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est qu'il y a ce que tu disais aussi, c'est qu'il y a une dimension très matérielle à des croyances que généralement on décrit comme étant purement spirituelles ou de l'ordre des idées. Et dans le cas des Indiens donc qui viennent de l'Inde, le rapport au paysage est différent, évidemment, puisqu'ils sortent d'un pays tropical pour arriver dans un autre. Et la grande différence va se jouer sur les questions d'endémisme, de naturalisation, ok, mais surtout sur les questions de diffusion coloniale, en fait, sur un temps très long, de ce que les Européens auraient pu, on va dire, trafiquer d'un empire à un autre, comme plantes, etc. Et du coup, il va y avoir une grande différence en fonction des plantes cultivées pour l'alimentation, et des plantes liées à des cultes plus intimes, on va dire, comme l'hindouisme, qui du coup n'auraient probablement pas intéressé les Européens, j'imagine, d'introduire du pipal ou du banyan, par exemple, qui ne représentait pas grand-chose pour. Tandis que ce qui concerne on va dire les fruits, les légumes qu'on peut planter en Inde du Sud à la fin du 19e, on en retrouve une grande majorité aussi aux Caraïbes aux mêmes époques, et cela est dû notamment au circuit de diffusion de la traite négrière, puisqu'il fallait nourrir les esclaves, donc on importait des légumes en passant par l'Afrique de l'Ouest. Et ce sont très souvent les mêmes plantes qui existaient aussi en Inde, et que les personnes que j'ai pu interroger, près de 150 à 160 ans après l'engagisme, ont décrit comme étant des plantes introduites par leurs ancêtres, parce que pour elles, ça a une valeur identitaire très forte. Mais d'ailleurs, parce que la communauté indienne en Guadeloupe aujourd'hui, ils continuent à effectuer des rituels hindous, mais ils sont aussi tous chrétiens.
Non, est-ce qu'ils vont à la messe ou... C'est une très grande question. C'est difficile d'y répondre. Je vais y aller avec grande précaution. Il y a eu une époque où je suppose que les baptêmes ou le fait d'aller à l'église était obligatoire. En tout cas, si c'était pas marqué sur le papier, socialement, c'était mieux d'y aller. Actuellement, je dirais que la majorité des personnes se revendiquant d'une ascendance indienne en Guadeloupe pourraient se définir comme catholiques, ou au moins comme chrétiens. Donc, les personnes qui vont au temple hindou faire des cérémonies de manière régulière, c'est difficile à quantifier. J'irai pas jusqu'à dire que c'est la majorité des personnes se revendiquant d'une ascendance indienne. Peut-être 2/3 des personnes, mais avec précaution. Sur ces 2/3, il y en a qui, je pense, sont tout à fait convaincus par le christianisme, ou en tout cas par l'instruction qu'elles ont reçue dans ce cadre-là, mais qui restent formellement et vraiment, j'ai envie de dire viscéralement attachés à ce qui se fait vis-à-vis des dieux hindous, qui fait partie de leur identité première, en fait. Le fait de fréquenter les rituels hindous, en fait, on a des temporalités particulières pour accéder devant les dieux. Il faut franchir, on va dire, une série d'espaces qui se franchissent avec il faut que la pureté du corps soit de plus en plus élevée. En fait, plus on approche des dieux, plus il faut être propre. En fait, vivre avec les dieux, c'est aussi avoir une manière de s'alimenter et de se comporter qui va être différente. Quand des personnes prennent l'intention d'aller faire une offrande à une divinité particulière, donc elles vont jeûner, c'est-à-dire qu'elles vont se laver avec de l'eau et du curcuma, par exemple. Elles vont manger que de la nourriture strictement végétarienne, donc idéalement les légumes du jardin, sinon n'importe quel légume, en éliminant tout ce qui serait de la chair morte, donc voire dans certains cas ni œufs, ni fromage, ni pain. Et du coup, certaines plantes sont associées directement à cette identité en fait de vivre avec les dieux. Le bulinkile, donc le moringa, le vepele, donc le nîmes, qui peut servir aussi à se laver avec les feuilles, se purifier comme on lave les animaux ou les objets aussi avant l'offrande au temple. Et le curcuma, donc ça je l'ai déjà dit. Ce sont des marqueurs qui vont totalement différencier la vie des hindous dans leur milieu familial, dans leur jardin, dans leur chapelle, avec l'extérieur. Alors on voit bien donc là dans ce que vous dites sur vos recherches que vous avez deux méthodologies qui sont quand même très différentes et donc on aimerait revenir un peu avec vous sur ce que ça implique où vous trouvez donc toutes ces informations par rapport à l'usage des plantes dans ces deux différentes sociétés. Quel type donc d'archives pour toi Antoine et comment est-ce que tu procèdes aussi à tes observations de terrain Lou. Quels sont les problèmes aussi auxquels on peut être confronté pour justement identifier des plantes sur le temps long. Par exemple, toi Antoine, est-ce que tu as des idées justement de problèmes assez évidents qui te viennent ? Alors, comme je suis historien, je travaille avec des sources écrites. Pour mon sujet, je dirais qu'il y a les sources, elles sont à la fois très très nombreuses et très difficiles d'accès. Très nombreuses parce qu'en fait, le sujet des plantes, il se retrouve partout, dans la correspondance royale, dans les actes notariés, dans les récits de voyageurs, les chroniques, les lois, les juridictions municipales, les lettres d'individus privés quand elles ont été conservées. Mais ils sont jamais aussi explicites que je le voudrais sur les plantes ou les questions que je peux me poser. Et souvent, d'ailleurs, on est noyé dans la masse d'informations. Par exemple, je peux travailler sur des procès, là où je sens souvent qu'il y a des questions intéressantes, c'est sur des procès de conflit de juridiction, par exemple entre l'archevêché de Mexico et l'évêché de Michoacán. Je sais qu'il y a une zone de tension dans un village qui m'intéresse particulièrement. Je vais lire tout le procès et si j'ai de la chance, sur les 500 folios du procès, je vais trouver 2 personnes qui répondent à une question qui m'intéresse, donc c'est assez laborieux, vous pouvez l'imaginer, et aussi parfois, et ça fait partie du défi du travail avec les sources, mais également du plaisir d'être toujours un peu questionné par les sources, l'impression qu'ils répondent toujours à côté, au moment où on pense avoir cerné où était leur intérêt. Donc par exemple, et je continue de le croire, que les arbres fruitiers européens sont particulièrement importants, particulièrement significatifs, ont une valeur qui n'est pas seulement symbolique, mais qui du coup se traduit par une valeur financière. Mais en travaillant sur les actes notariés, quand un Espagnol va vendre son jardin à un autre Espagnol, dans le cas des jardins laïques, les actes notariés sont extrêmement précis, rigoureux sur d'où vient la propriété, la hauteur du mur, qu'est-ce qu'il y a comme inventaire, y compris parfois des outils qui n'ont pas beaucoup de valeur. Et après ils disent, et en plus il y a plein d'arbres fruitiers. Impossible de savoir s'il y en a 50, 100,
5, impossible de savoir quel type d'arbre fruitier. Quand je suis chanceux, ils disent des arbres de fruitiers de Castille. La plupart du temps, je peux pas savoir ce qui est cultivé, même si j'en ai un fort soupçon. L'autre chose extrêmement frustrante, c'est que le XVIe siècle produit beaucoup d'archives. La monarchie espagnole, elle est très procédurière, très administrative, beaucoup plus que les autres monarchies européennes de l'époque, mais souvent j'ai qu'un côté de l'histoire. J'ai la lettre que va envoyer le gouverneur ou le vice-roi au Conseil des Indes à Madrid. J'ai jamais la réponse, j'ai jamais la suite de l'histoire. En plus du fait que c'est des archives coloniales, donc c'est extrêmement difficile de savoir ce que disent les acteurs locaux, donc notamment je pense bien sûr aux Amérindiens qui produisent, qui participent à ce jeu judiciaire, qui parfois intentent des procès, mais également des Espagnols qui m'intéressent, qui sont des Espagnols analphabètes, eux je les trouve à peine dans les archives, pourtant c'est eux qui cultivent la terre. Et également pour l'identification des plantes, peut-être après je peux rebondir à ce que dit Lou, parce qu'en fait moi je considère que c'est pas forcément un problème de pas savoir exactement quelle plante c'est. Là où j'ai les plus belles descriptions, en tout cas les descriptions qui correspondent le plus à ce que je veux avoir, c'est je pense notamment à une source en particulier qui est un manuscrit qui décrit la très longue visite qui dure plusieurs années d'un commissaire franciscain, donc de l'ordre de Saint-François, qui est un des ordres les plus importants pour l'évangélisation des populations locales, qui construit plus d'une centaine de couvents en l'espace de quelques décennies. Ils arrivent dès 1524. Et donc, ce commissaire, qui s'appelle Alonso de Ponce, il va dans tous les couvents pour vérifier l'état, la bonne tenue morale, l'état général du couvent, donc on va dire l'état spirituel et matériel. Il est accompagné d'un secrétaire qui est également un frère franciscain, et le secrétaire est extrêmement minutieux et il note pour chaque couvent s'il y a un jardin, et quand il y a le jardin, ce qui pousse dedans ou pas. Alors il est rigoureux autant qu'on peut le rêver, parce qu'à partir d'un moment, je peux vous passer les détails, mais la visite devient une sorte de fuite parce qu'il a énormément d'ennemis, donc il est pourchassé par les autorités civiles. Il est arrêté à 2 reprises, donc imaginez le scandale d'avoir un religieux qui est arrêté par une autorité civile, donc il est obligé de fuir la juridiction de l'archevêché de Mexico. Et donc à partir du moment où ils sont perdus au fin fond du Nicaragua, il y a beaucoup moins de présence espagnole, où les couvents sont beaucoup plus décevants. D'un coup, la qualité des descriptions est beaucoup plus faible, je sais beaucoup moins ce qui pousse, mais ce genre d'archive est assez incroyable parce que ça permet d'avoir, dans la limite du raisonnable, permettre de voir, d'avoir une sorte de cartographie de ce qui pousse dans les couvents franciscains, dans les jardins à cette époque. Et pour toi, Lou, du coup, donc, tu as accès à des témoins donc, directs aujourd'hui, mais la mémoire n'est pas une représentation fidèle de ce qui s'est passé. C'est une excellente question. Alors, moi, j'ai d'abord accès à une matière vivante présente, c'est-à-dire de faire l'état des jardins, voir ce qu'il y a dedans, en tout cas ce qu'on me montre, essayer de comprendre si, entre ce qu'on me dit et ce que je vois, il y a bien quelque chose qui se fait écho, et essayer de réfléchir surtout sur la question de la diffusion des plantes par les Indiens. Donc, moi, c'est vraiment la question qui m'a motivée le plus, avec donc en face de moi donc des personnes qui me disent que ce sont leurs arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents qui sont vraiment venus avec, qui l'ont introduit en Guadeloupe et qui seraient à l'origine de la première apparition de la plante, dans certains cas. Moi, c'est ça que je vais aller vérifier. Parce qu'effectivement, là, pour le coup, on a un discours mémoriel extrêmement rodé, qui correspond à des personnes qui ont hérité d'un exil qui n'est pas le leur, et qui ont besoin de s'affirmer en tant qu'Indiens, en tant que groupe, si on peut utiliser le terme, minoritaire en Guadeloupe, et qui ont besoin d'affirmer leur identité en s'appropriant symboliquement le paysage, on va dire ça comme ça. Ou en tout cas, en créant des jardins qui ont des structures symboliques qui leur sont propres. Et donc je suis allée voir dans des sources écrites, alors essentiellement botaniques, pour essayer de comprendre quelle était la diffusion de ces plantes dans l'histoire du paysage antillais, en fait. Donc je suis remontée à la plus ancienne que j'ai pu trouver, je crois, si je me rappelle bien, que c'était celle du père Plumier. Et bon, j'en ai vu énormément donc, de sources comme ça, où j'ai essayé d'éplucher, voir si les plantes étaient présentes ou pas. Et c'est vrai donc que sur les époques les plus lointaines, de production de ces documents qui se veulent à valeur scientifique, en fait, c'est très très difficile et de trouver la voix des populations locales, ça c'est certain, et aussi de reconnaître les plantes parfois qui sont mentionnées dedans, notamment dans certaines chroniques. Moi, ce qui m'avait le plus amusé, c'était les descriptions de légumes de pois. Alors ça, c'était fou. Alors, les pois qui sont carrés, les pois qui sont longs, les pois qui sont velus, les pois qui ont des couleurs comme ci, comme ça. Alors ça, c'est terrible, parce qu'on est sûr que c'est quelque chose qu'on connaît, mais on n'arrive pas à deviner ce que c'est.
Voilà, donc du coup l'idée c'était de faire un espèce d'équilibre en fait entre les sources orales ethnographiques et les sources écrites, alors du coup scientifiques, botaniques, de ce que ces personnes, souvent missionnaires en fait, avaient vu et avaient pu noter comme diffusion. Quand on a de la chance, ils se sont promenés un petit peu plus loin que le jardin botanique. Quand on n'a pas de chance, malheureusement, ils sont restés que dans un seul petit coin et ils ont juste décrit ce qu'ils ont vu. Ou alors, et ça c'était le plus difficile pour moi dans un sens, puisqu'ils faisaient que répéter ce que leurs collègues 30 ans avant avaient dit avant eux. Bon. Mais peut-être pour les botanistes, ça peut se faire comme ça. Donc à partir de ça, j'ai pu donc effectivement définir la diffusion de certaines plantes depuis les jardins des Indiens en Guadeloupe. Alors ça ne veut pas dire que ces plantes-là n'étaient pas présentes avant, mais les Indiens ont eu un impact sur la diffusion, la rediffusion, on va dire, de ces plantes-là. À partir de leur arrivée, notamment des plantes comme le Moringa oleifera, les Lupha acutangula, les courges Lupha, ce qu'on appelle le paroca, donc le Momordica charantia ou Momordica balsamina, pu le transmettre, et notamment avec, donc on parlait de taxonomie, mais là on va parler de nom vernaculaire, et du coup avec des appellations différentes que celles qu'on avait retrouvées dans les diffusions précédentes. Donc peut-être que ces diffusions de noms, donc originaires de langue indienne, ont peut-être accompagné aussi des diffusions de savoir. La question de la classification, elle est intéressante en fait, parce que moi je travaille sur une époque pré-linéenne, c'est absurde de la définir comme ça, parce qu'on est avant même, je sais même pas si on peut raisonnablement parler de botanique à cette époque, on est au balbutiement de ce que devient la botanique, donc la classification des espèces végétales. En fait, d'une certaine façon, ça m'arrange, parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tant de savoir exactement quelles plantes ont été transplantées, amenées par les Espagnols, mais plutôt de voir comment est-ce que eux ils en parlent, comment est-ce qu'ils considèrent leur appartenance par rapport à leur relation par rapport à ces plantes. Donc par exemple l'oranger, ils utilisent le même mot qu'aujourd'hui, naranjo. Je vais pas expliquer ce que c'est qu'un oranger, on le sait tous ce que c'est qu'une orange, même s'il y a une différence entre orange sanguine, orange de table, orange à jus, etc. Pourtant l'orange du XVIe siècle que les Espagnols amènent avec eux, c'est un oranger amer, un bigaratier, et donc c'est pas du tout l'orange qu'on connaît, pourtant c'est le même mot. Et j'ai des soupçons pour toute une autre série de plantes, notamment des agrumes, également tout ce qui est pêché et apparenté. Ce qui est intéressant, c'est que les Espagnols en parlent comme étant des plantes du quotidien, des plantes qu'ils connaissent, des plantes marquées par l'évidence. Tout le monde sait ce que c'est, ils ne définissent pas ce que c'est, parce que quand on parle d'un cédratier, tout le monde a une image en tête. Peu importe que aujourd'hui ça soit pas du tout la même chose. Et l'autre chose que... Ouais, non, mais vas-y, restons là-dessus. Non, mais juste pour rebondir dessus, dans le contexte particulier du coup de l'ethnographie chez les Indiens en Guadeloupe, ce que tu viens de dire est super intéressant, parce que quand tu es en exil loin de chez toi et que tu es minoritaire, on va dire, à la fois au sein des Indiens et puis au sein de la population locale, tu vas avoir une manière de nommer les plantes, de les classifier, de penser le paysage qui sera très différente des autres personnes. Et il y a énormément de lexique comme ça sur les objets de la vie quotidienne ou les contextes sociaux ou pour ce qui m'intéresse, des lexiques de noms de plantes qui vont être transmis uniquement au sein des familles indiennes. Et tu vas avoir des noms de plantes qu'on peut trouver sur le marché, par exemple, que les personnes d'origine indienne vont utiliser en parlant créole entre elles. Et une fois qu'elles seront sur le marché avec d'autres personnes, elles vont utiliser le mot créole local. C'est intéressant. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est la question de la mémoire de moi, je suis le premier à avoir amené telle plante, parce que j'observe beaucoup de fois la même chose chez des Espagnols du XVIe siècle, mais ce qui est intéressant, c'est que je l'observe y compris chez des conquistadors, des grands officiers de la couronne, des gens qui, au moment de faire valoir leur mérite auprès du roi, parce que c'est une procédure classique à l'époque, il n'y a pas d'avancement de carrière de fonctionnaire normal, il faut aller à la couronne, aller réclamer, dire j'ai fait ça, donc j'ai le droit de récupérer une rente, un bénéfice quelconque. Au moment de faire ça, ils vont insister évidemment sur leur carrière militaire, mais aussi sur le fait que moi j'ai été le premier à amener telle plante à tel endroit. Je pense par exemple à Nuño de Guzmán, qui est un personnage vraiment important des années 1520, début des années 1530, en Nouvelle-Espagne, au Mexique. Il participe notamment à la conquête du Michoacán. C'est un personnage qui a une très mauvaise réputation, à raison, parce que c'est une conquête extrêmement violente. Je pense aussi qu'après, comme il s'est fait beaucoup d'ennemis, on n'a pas durci le trait, mais on lui a reproché des choses quand Cortés massacre une population, c'est un fait d'armes pour le roi. Quand Nuño de Guzmán le fait, c'est un crime. Tout ça pour dire que au moment de faire valoir ses droits, il va dire j'ai pacifié, c'est la terminologie de l'époque, j'ai pacifié cette région, je
je l'ai mise au service du roi, mais aussi c'est moi qui ai planté une vigne, c'est moi qui ai amené le blé, c'est moi qui ai construit des moulins. Et au moment où il réclame des droits que le roi lui refuse pour toute une série de raisons politiques, il dit pas quelque chose comme ah, mon épée a vaincu pour inutilement. Il dit j'ai été l'ouvrier d'une vigne. Et aujourd'hui, on m'arrache cette vigne alors que je l'ai fait pour le roi et pour Dieu. Toi, tu travailles sur une population qu'on pourrait qualifier de dominante en contexte colonial. Et moi, du coup, je travaille avec des personnes qui sont descendantes de personnes qui étaient dominées. Et du coup, dans les manières de parler, il va y avoir un immense silence, en fait. Bon, dans les sources orales, ces personnes vont se positionner en tant que... Si tu veux, la pratique du jardin apparaît comme une forme de résistance dans ce discours-là. C'est-à-dire qu'il fallait vivre, en fait. Il fallait essayer de recréer ce qu'on connaissait, il fallait faire un endroit qui ressemble à chez soi, il fallait le transmettre aux enfants pour que les enfants eux-mêmes puissent continuer à le transmettre et qu'on puisse continuer à exister, en fait, de cette manière-là. Donc c'est vraiment ça qui ressort. D'où l'intérêt de pouvoir garder les dieux intimement dans le jardin et loin du regard des autres. Ça, c'est très important aussi, la question du regard, notamment la question du regard des religieux catholiques. Et dans les sources purement botaniques, donc scientifiques, que j'ai utilisées, il y avait rien qui parlait des populations locales indiennes. Et quand j'essayais donc de retrouver cette part, on va dire, un peu silencieuse, quoi, de la transmission au jardin, comme on disait à l'époque, au jardin de case, donc au jardin domestique, il y avait pour moi cette énorme distinction de regard entre le missionnaire européen qui est passionné par la flore tropicale et puis l'entièreté de la population à côté qui n'apparaît pas en fait dans ce relevé botanique. Et je me demandais comment toi, dans tes sources du XVIe siècle, tu abordais la plante en tant que sujet de recherche. C'est-à-dire, est-ce que ça orientait ton propos de chercher les plantes ? Parce que moi, parfois, j'ai eu l'impression que réfléchir sur les plantes ou sur les jardins pouvait orienter certaines réponses. Et je me suis rendu compte parfois qu'il était mieux de ne pas parler de plantes dans mes entretiens pour obtenir des informations qui concernaient le végétal. En fait, quand je suis sur des archives judiciaires et que les plantes elles apparaissent au détour d'une page, c'est un peu la même chose. Après, du coup, si on veut être vraiment rigoureux, je travaille plus sur les relations des acteurs de l'époque avec les plantes. Je travaille pas sur les plantes dans l'absolu. Si par exemple un voyageur qui passe dit ah là il y a un figuier, c'est incroyable parce qu'il n'y a pas d'espagnol autour, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse beaucoup moins qu'un espagnol qui va dire j'aimerais beaucoup avoir du figuier ou avoir un figuier dans mon jardin parce que ça me manque. Voilà, par exemple il y a un juge royal à Guadalajara, donc au nord-ouest de Mexico, qui envoie une lettre au roi d'Espagne pour demander une grâce spéciale. Et la grâce spéciale, c'est d'avoir un jardin. Dans le jardin, il l'a déjà. C'est d'avoir le droit de faire travailler un esclave noir dans un jardin qu'il possède pour pouvoir cultiver des légumes. Et ces légumes, il les énumère de mémoire. C'est du chou, des carottes et des raves. Et il dit parce que c'est des aliments nécessaires à la vie humaine que je n'ai pas et dont j'ai besoin. Donc il demande cette autorisation. D'accord, je te pose la question parce que pour moi, donc dans les flores que j'ai pu lire pour mon travail, les populations locales apparaissent très très peu, et les plantes ou même les récits qui peuvent parler de paysages ou de jardins, ce sont des choses où les plantes apparaissent presque comme des curiosités, en fait, des choses qu'on a besoin de décrire parce qu'elles sont un petit peu inconnues ou que ça pourrait intéresser en fait le lecteur européen, quoi, d'une certaine manière. Ou alors pour une description vraiment en tant qu'objet scientifique, on va décortiquer la fleur, le nombre de poils sur les gousses, etc. Et parfois, j'avais l'impression de faire une trouvaille extraordinaire en voyant la mention du mot les Indiens font comme ça, sur certaines plantes comme le bétel par exemple, donc sur la fin du 19e, sur certaines fleurs, j'étais persuadée d'avoir trouvé quelque chose de génial. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça me rappelait quelque chose que j'avais déjà lu. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que le botaniste ne faisait que répéter ce qu'il avait lu en latin dans la flore de von Ritz-Carrala, quoi. Et voilà, donc cette manière en fait de parler des populations locales, mais en utilisant le botaniste européen qui aura travaillé en Inde comme valeur sûre. Il y a des choses similaires au XVIe siècle. Il y a des auteurs qui, pour impressionner le public européen, vont décrire la fertilité exceptionnelle, plantes locales. Mais il y a aussi quelque chose, et j'ai l'impression qu'en effet, surtout au XVIIIe siècle, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans l'exotisme et aller chercher ce qui serait impensable en Europe. Quand on veut présenter l'Amérique, et surtout présenter l'Amérique espagnole comme quelque chose de bien, d'ordonné, de prospère, on va beaucoup plus insister sur les plantes européennes.
dire oh là là, quand on est à Mexico et que je regarde autour de moi, c'est une infinité de champs de blé qui poussent, alors qu'on sait que c'est pas le cas, mais beaucoup plus mettre l'accent sur ces plantes de Castille pour montrer justement que l'espace il est approprié, contrôlé, et même si le terme n'est pas utilisé, je pense que implicitement nous on le traduirait par c'est un espace qui a été civilisé, catholicisé. C'est très intéressant cette question, parce que pour les hindous en Guadeloupe, l'idée de la prospérité, dans les discours oraux en tout cas, l'idée de la prospérité, c'est vraiment le foisonnement de fleurs et la fertilité du jardin. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des choses à manger, des choses à partager qui se retrouveraient dedans. Et pas forcément avoir tout défriché pour planter une seule plante. Ma question va rejoindre des points qu'on a déjà un petit peu abordés dans la question précédente, notamment la question des circulations et des transferts de ces plantes. Ce serait bien qu'on essaie de préciser un petit peu qu'est-ce qui circule, qu'est-ce qui ne circule pas dans vos études respectives, pourquoi. C'est sans doute une grande question, mais peut-être qu'on peut avoir des pistes. Alors pour moi, sur la question des itinérances humaines et végétales, il y a vraiment deux notions qui me tiennent le plus à cœur. C'est vraiment les notions d'espace et de territoire. C'est vraiment une question géographique. On se déplace d'un point à un autre. Donc est-ce qu'on a le choix ou pas d'emmener des plantes ? Est-ce qu'on veut le faire ou pas ? Quelles conditions permettent de le faire ou pas, etc. Donc du coup, pour ce qui est des Indiens, c'est 3 mois de mer sur des voiliers, donc ils vont vers la Guadeloupe en 3 mois, donc quel type de plantes sont capables de résister à ça. Et le deuxième enjeu de ces itinérances-là, c'est pour moi une question de chronologie. Donc à la fois une chronologie sur le temps présent, c'est-à-dire qui va rejoindre à la fois un temps humain et un temps végétal, on va dire, c'est-à-dire certaines plantes vivent longtemps, comme les arbres, sur plusieurs générations d'une même famille. D'autres plantes vivent beaucoup moins longtemps, il faut les replanter, il faut les cultiver en permanence, etc. Et la question de la transmission va se jouer vraiment là-dessus. C'est-à-dire, à partir du moment où on arrive en Guadeloupe, on n'a plus la possibilité de retourner en Inde pour aller chercher des choses qu'on n'a pas. Donc comment est-ce qu'on fait pour transmettre ce qu'on a chez soi ? Quelles sont les stratégies mises en place ? Et dans le temps, qu'est-ce que ça donne ? D'où le fait pour moi vraiment d'inclure l'ethnographie dans un temps plus large. C'est-à-dire que j'ethnographie quelque chose qui se passe à un moment précis, avec une personne précise qui me raconte quelque chose. Donc en fonction de son âge, j'essaye d'évaluer ce que cette personne a connu, ce que ça signifie dans l'évolution du jardin antillais, dans l'arrivée aussi de la départementalisation, avec tous les circuits commerciaux que ça a impliqué vis-à-vis de la France, etc. Et évidemment, ça implique une autre question qui, à mon sens, est très importante, et je ne sais pas à quel point elle pourrait toucher ton travail à toi, mais c'est la question de la créolisation, qui n'apparaît pas peut-être de manière très claire quand on est à la fois sur le terrain ou dans les sources un petit peu plus botaniques, mais qui est omniprésente. Absolument omniprésente, et c'est vraiment, peut-être pour la définir très très brièvement, c'est la rencontre entre deux éléments a priori hétéroclites, que cette rencontre soit bénéfique ou parfois conflictuelle, voire violente, et qui entraîne une émergence de sens différente, non envisagée au départ, on va dire, et qui crée donc une référence nouvelle, que ce soit un savoir, que ce soit une manière de penser, un imaginaire, etc. La question de la créolisation, elle est intéressante, et évidemment que c'est ça qui est intéressant. Moi, j'étudie en fait un projet de réplication de l'agriculture européenne, ou en tout cas d'une partie de l'agriculture européenne et même de l'agriculture espagnole en Amérique, sauf que les projets de réplication, ils fonctionnent jamais complètement. Et évidemment que sur place, il y a toute une série d'associations de plantes qui n'existent pas en Europe et qui même vont avoir une sorte d'effet retour. Donc par exemple, la complémentarité entre le blé et le maïs, elle a une sorte d'effet retour en Europe, puisque un siècle après la conquête, le début de la conquête de l'Amérique par les Espagnols, on va retrouver du maïs un peu partout en Europe qui est utilisé lors des périodes de disette pour compléter l'alimentation en blé. Il y a aussi quelque chose que j'essaie d'explorer, et j'avoue que pour le moment c'est assez dur de savoir exactement comment les Espagnols et les Amérindiens le voyaient, mais c'est que pour beaucoup d'arbres fruitiers, pour les adapter, on est obligé de passer par la greffe. Donc c'est-à-dire on prend une partie de l'arbre qu'on va mettre sur un arbre local, c'est une sorte de plomberie végétale pour faciliter l'adaptation. Donc toute une série de... Alors c'est dur de savoir quel arbre exactement c'est, parce que souvent ils sont décrits comme étant les pommiers de la terre, c'est-à-dire les pommiers locaux, mais il y a une représentation qui est absolument fascinante dans le cadre d'un procès d'inquisition. Donc ça fait partie de ces procès où l'enjeu du procès n'est pas du tout les plantes, mais en fait elles arrivent par la fenêtre, où on voit justement une des premières plantations d'arbres fruitiers, qui est le
fruit d'une sorte de compagnie d'association entre un cacique, donc un chef local, et un espagnol, et on voit représenter sur cette carte tous les arbres espagnols, mais greffés sur des arbres locaux. Et je pense que la greffe, c'est quand même pas un moment anodin, parce que pour les Espagnols, évidemment que c'est leurs arbres à la fin, sauf que moi j'imagine que pour un Amérindien, il voit son propre arbre sur lequel on greffe quelque chose. Doit y avoir une sorte d'effet un peu particulier, surtout qu'au XVIe siècle, il y a toute une sorte de littérature un peu fantastique autour des greffes. Bon, c'est les gens du XVIe siècle, donc on n'est jamais déçus. Donc, des sortes de descriptions de greffes miraculeuses, un peu fantastiques, d'arbres qui pourraient donner en même temps des pommiers, des pommes, des poires, des cerises. Donc, il y a tout un genre littéraire. C'est le chimiste de la botanique. Ouais, mais en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et du coup, là, tu viens d'illustrer à quel point il est difficile de transférer des plantes et des savoirs d'une géographie à une autre, en fait. Oui. Oui. Et c'est une idée moi j'avais l'impression d'inventer l'eau chaude en disant ça. C'est une idée qu'on développe avec Jerónimo Bermúdez, qui est passé dans le podcast. C'est l'idée de ruralité. C'est que oui, c'est une chose de dire j'amène du blé. Alors il y a quand même la question, et tu parlais de 3 mois de voyage, c'est un peu plus court sur l'Atlantique, mais quand même. Alors le blé ça va parce que c'est des graines, mais une bouture d'arbres fruitiers pour la faire survivre à bord. Et alors au XVIe siècle c'est encore plus dur que, même si c'est encore la navigation à voile que tu décrivais, c'est encore plus dur. Mais vous amenez du blé, ok, très bien, vous plantez du blé une fois, mais après, il faut assurer son retour perpétuel. Un arbre, pareil, en effet, tu plantes l'arbre, après il grandit, bon, à un moment il meurt. C'est pas la même chose d'assurer une fois l'arrivée et la reproduction annuelle. Et nous, on proposait l'idée de ruralité pour dire que quand tu amènes du blé et la culture du blé, tu amènes tout ce qu'il y a autour. Donc les outils, les pratiques, les connaissances, les animaux avec lesquels tu es obligé de travailler le blé, les cycles culturaux, et aussi, et c'est ça qui généralement se réplique le moins bien, toutes les relations sociales. Donc qu'est-ce que c'est quand tu es un fermier espagnol analphabète qui arrive en Nouvelle-Espagne, où tout d'un coup on lui dit que en fait les Espagnols c'est un peu les nobles du coin. Je dois repartir sur la question de la circulation et revenir un peu sur le temps présent. Donc il y a une grosse partie de mon travail qui concerne les circulations plus actuelles en fait, entre les descendants d'engagés indiens qui se trouvent dans le monde, et particulièrement sur les territoires insulaires. Donc précisément la Guadeloupe va être un lieu où les personnes qui y vivent vont introduire des plantes, précisément parce qu'elles en ont besoin et que qu'elles leur ressemblent, on va dire, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça fait partie vraiment de leur identité propre en tant qu'hindou ou en tant qu'indien, de posséder des plantes médicinales qui viendraient de l'Inde, qui seraient associées à des savoirs ayurvédiques, où l'ayurveda va jouer un peu un rôle de valeur sûre dans la référence, quoi, pour parler des plantes médicinales. Il va y avoir énormément il va y avoir plusieurs plantes comme ça qui vont circuler de Trinidad vers la Guadeloupe, de l'île Maurice, la Réunion vers la Guadeloupe, de l'Inde aussi évidemment, vers la Guadeloupe, et qui vont donc alimenter les jardins, sachant que cette diffusion-là est vraiment vouée à être pérennisée. Ces plantes sont vouées à être cultivées pour être diffusées en Guadeloupe, et pouvoir, d'une certaine manière, pour certaines personnes en tout cas, changer le paysage, quoi. Et le rendre, on va dire, un peu plus hindou, et que surtout la ressource soit accessible. Et je me demandais, il y a la circulation et les transferts des plantes en soi, mais il y a aussi la question des savoirs qu'il faut faire circuler et transmettre. Et il me semblait que tu nous avais dit que l'oralité avait une place prépondérante. Alors, voilà. Pour ce qui est des plantes, donc en 170 ans, oui, l'oralité est quand même extrêmement importante, puisqu'il n'y a pas de manuel de comment utiliser les plantes comme en indien, quoi, ça n'existe pas. Donc on transmet des choses, et évidemment, dans toute transmission, il y a toujours une modification. Donc ça, c'est obligatoire. Maintenant, ce qui va compter le plus, c'est la valeur qu'on va donner à certains contextes sociaux, la valeur qu'on va donner à certains usages qui vont permettre de pérenniser des sens particuliers dans l'utilisation des plantes, que ce soit les plantes pour la purification, pour l'alimentation, pour les soins du corps, les soins au bébé par exemple, ou l'invocation de certaines divinités. Plus récemment, il y a une autre particularité. Donc, il va y avoir aussi aujourd'hui une diffusion écrite extrêmement rapide, que ce soit par internet ou par des ouvrages commercialisés qui sortiraient de l'Inde ou des diasporas indiennes, traduits, donc soit en anglais, en français ou dans une langue accessible, généralement pas en créole, mais donc dans une langue qui pourrait être lue donc par les personnes en Guadeloupe, donc en anglais, français. Et ces savoirs-là vont être diffusés beaucoup plus rapidement, aussi par le biais des réseaux sociaux. On va retrouver énormément de vidéos de rituels, donc de manières de faire. On voit comment ils font en Malaisie, en Afrique du Sud, à La Réunion, etc. Et ce sont des choses qui vont alimenter l'imaginaire, en fait.
Et l'idée aussi de vouloir faire référence à ce qui fait ailleurs pour parler de chez soi. Il va y avoir des lieux comme ça qui vont être influents, on va dire ça de cette manière-là. C'est l'occasion de parler d'un angle mort des sources, plus exactement, qu'il faut traiter dans la thèse, c'est que y a toute une série de pratiques et donc de savoirs locaux qui sont utilisés, et notamment, ce que tu disais, quoi, adapter une plante c'est compliqué, et notamment par rapport aux saisons qui sont très différentes, au rythme des pluies, et voilà. Et ça, c'est extrêmement difficile dans les sources espagnoles. Par exemple, la source que je mentionnais, où on voit les greffes, on ne dit pas qui a fait ces greffes, mais vu la représentation, vu les terres où c'est cultivé, c'est évidemment des jardiniers mexicas, mésoaméricains, qui ont fait ces greffes. De la même façon, un exemple du fait de comment le travail local, il est écarté complètement de ses sources. Dans la visite du frère franciscain dont je parlais, à aucun moment, alors même qu'il décrit parfois pour le coup, parfois il est précis, il décrit des très grands vergers, aucun moment il est question de travailleurs indigènes. Pourtant, quand on confronte cette source-là religieuse à des sources de la pratique qui organisent le travail forcé des Amérindiens, on se rend compte que les monastères, et notamment leurs jardins, sont extrêmement demandeurs de main-d'œuvre locale, et parfois se battent même pour récupérer le plus de main-d'œuvre locale. Et j'ai du mal à croire c'est impossible que ces travailleurs-là aient été juste des passifs, des récepteurs passifs de savoir européen qu'on leur apprendrait. À ce niveau-là, à l'échelle très pratique du travail, une sorte d'échange de connaissances, et échange dans un cadre contraint et inégal, mais d'échange de connaissances. Et c'est aussi ça que je trouve intéressant, c'est que dans la répétition de la pratique, année après année, pour le blé, c'est encore plus évident, il y a une sorte de co-construction entre ce que le travailleur mésoaméricain sait du cadre général de son agriculture, ce que l'Européen qui connaît le blé sait de comment fonctionne la plante quand il pleut trop, quand il fait sec, etc. Il y a une sorte de co-construction qui est très dure à observer, mais là il s'agit vraiment de travailler les sources pour le savoir. Mais je pense qu'on peut retrouver ça dans un tout autre contexte, au niveau des plantes médicinales, où là il va y avoir énormément de passages de savoir qui vont se greffer les uns aux autres, sans pour autant annuler les symboliques hindous fondamentales, notamment en rapport au corps ou à la coexistence avec les dieux. Et notamment l'un des faits les plus difficiles à décortiquer ou à déemmêler, on va dire, c'est la relation chaud-froid, qui se retrouve absolument partout. Donc, plante chaude, plante froide, froid et chaud sur le corps, etc. Donc on va la retrouver à la fois dans des héritages africains, des héritages européens aussi, des héritages amérindiens, des héritages hindous aussi, ou indiens, quelle que soit la religion, et c'est très très embêtant, parce que quand on se retrouve devant quelqu'un qui nous dit « oui, ça c'est un truc typiquement indien » ou « ça c'est un truc typiquement africain », c'est parfois difficile de dire que c'est vrai ou pas. Et du coup, ce qui permet en fait de faire une hypothèse un peu plus valable, c'est de regarder le contexte et la manière dont c'est fait. Et quel moment les plantes sont prélevées, comment est-ce qu'elles sont prélevées, est-ce qu'on va chanter des choses particulières, invoquer des dieux, etc. Tu le dis mieux que moi, hein, c'est que c'est les pratiques qui font la relation avec la plante, que la plante elle n'existe pas, en tout cas dans le travail qu'on fait, que la plante elle n'existe pas indépendamment des humains la plante elle n'est pas naturellement espagnole ou naturellement autochtone, quoi. C'est ça, on se l'approprie à un moment. Voilà. Mais c'est difficile aussi de retrouver ça, bon je suppose dans des sources écrites, ça c'est très clair, mais même parfois sur le terrain, il peut y avoir des choses, des vécus très intimes comme ça qui sont pas simples à formuler en fait. Nous on arrive et puis on a envie qu'on nous raconte tout, mais en fait c'est des choses qui se racontent pas en fait, c'est des choses qu'on vit avec, on les transmet en les faisant, et je pense que les générations qui viennent après le voient et le répètent en fait de manière naturelle. En effet, ouais. Pour traquer ça, c'est assez dur dans les sources écrites, mais parfois, peut-être que je fais fausse route là-dessus, mais par exemple, quelque chose qui m'a marqué, c'est quand Christophe Colomb va la première fois en Jamaïque, qu'il voit la Jamaïque, pour décrire la Jamaïque, il écrit dans une lettre, il dit « La Jamaïque, c'est comme un cédra qu'on a ouvert en deux, comment il dit, de la racine au haut de la plante. » Moi, je trouve ça assez révélateur que quand il voit un paysage, la chose qu'il a en tête, c'est quelque chose du quotidien, quoi. Si il ne connaît pas le cédra et qu'il ne suppose pas que son interlocuteur était familier du cédra, il n'aurait pas formulé en ce terme. Mais ça c'est absolument passionnant, parce qu'effectivement pour les Européens qui sont arrivés aux Antilles, pour eux tout était différent, quoi. Tandis que pour les Indiens, par exemple du Tamil Nadu, qui arrivent à l'île Maurice ou qui arrivent en Guadeloupe, ils arrivent dans un pays tropical, donc ils voient des choses qu'ils connaissent déjà. J'ai un noix de cajou à la Beauce
sortir de l'Amérique, elle était déjà cultivée en Inde au 19e siècle, quoi, par exemple. Donc le contexte était totalement différent, et c'est vrai que le transfert linguistique et sémantique s'est peut-être fait plus facilement pour ces personnes dans leur jardin. Alors en lien avec donc ces questions de transmission et de transfert de savoir et de pratique, on pourrait revenir justement sur comment se construit aussi la société coloniale à travers l'usage des végétaux, c'est-à-dire comment est-ce que certains groupes aussi vont, par ce qu'on pourrait appeler un phénomène de distinction sociale, mettre en avant certaines espèces qu'ils cultivent, ou au contraire les abandonner justement pour témoigner d'un changement de statut social. Alors cette question elle est centrale dans mes recherches à plusieurs niveaux, je suis déjà à 3 là. D'abord parce qu'en effet, donc, les Espagnols qui participent à la conquête du Mexique et du reste de l'Amérique et des Antilles considèrent que du fait de leur entreprise de conquête, ils ont acquis une certaine noblesse. L'acquisition de la noblesse est un peu plus facile en Espagne qu'en France avec le statut d'hidalgo. Donc ils considèrent qu'ils ont acquis un certain degré de noblesse et qu'en tant que nobles, ils doivent maintenir un certain statut et ça passe notamment par la consommation de certaines plantes. Donc, pour faire court, manger du pain de blé et boire du vin. Boire du vin, c'est, on va dire, assez démocratisé, entre guillemets, dans la péninsule. Manger du pain de blé, c'est déjà plus compliqué. Donc vous avez des individus qui, par leur trajectoire en Amérique, refuseraient de manger autre chose que du pain de blé, alors même que dans la péninsule, ils pouvaient manger tout à fait autre chose, parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Pour les Espagnols qui également acquièrent des terres et qui veulent revendiquer vraiment un statut nobiliaire avec seigneurial, même avec un domaine, même si la couronne leur laissera jamais la possibilité d'avoir un domaine seigneurial, il faut que ça ressemble à ce qu'ils ont en tête quand ils pensent à un domaine seigneurial. Donc il vaut mieux avoir des vignes qui rapportent quasiment rien, des arbres fruitiers qui sont difficiles à faire venir, qu'un champ de maïs, parce qu'un champ de maïs, ce n'est pas honorable au sens où l'entendent les Espagnols. Et il y a une sorte d'effet retour là-dessus que, en fait, la noblesse indigène, la noblesse mésoaméricaine va imiter les Espagnols dans ce processus-là pour signifier le fait que ils sont finalement des nobles comme les autres, qu'on ne peut pas s'arrêter à leur statut de vaincu de la conquête. Donc ils vont mettre en scène le fait que dans leur jardin, ils ont arraché telle plante ils disent jamais arracher telle plante, mais en tout cas mettre vraiment en avant le fait qu'ils ont un jardin avec des plantes de cassis qui coûtent très cher. Certaines communautés, certains villages, certaines juridictions municipales vont employer des Espagnols pour cultiver des champs de blé. Et souvent ça a été analysé sous l'angle de la contrainte. Moi je pense qu'évidemment il y a une contrainte derrière, mais je pense qu'il y a plus un phénomène de signifier le fait qu'on appartient à la communauté espagnole, à la communauté ibérique, plutôt qu'une simple contrainte de dire nous on veut du blé, on veut que vous nous donniez du blé. Ça a été vrai, mais en partie. Et l'autre chose par laquelle les plantes permettent d'étudier la constitution de la société coloniale, c'est que pour cultiver les plantes et assurer du coup leur perpétuel retour année après année, on a besoin de professionnels. Et au début, évidemment, que les agriculteurs mésoaméricains ne savent pas comment, ou en tout cas ne sont pas aussi performants pour cultiver le blé, le figuier, la vigne, que les paysans espagnols. Et donc il y a toute une émigration plus ou moins contrôlée par la couronne, plus ou moins spontanée, de paysans espagnols qui s'appellent les labradores, c'est le nom qu'on leur donne, c'est des laboureurs, qui arrivent en Nouvelle-Espagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont absolument nécessaires pour que l'élite espagnole assure son statut, qu'elle ait un accès facile au blé et à d'autres plantes, mais notamment au blé. Mais d'un autre côté, leur existence de travailleurs pauvres, c'est des gens pauvres et qui vivent, en tout cas au début, du travail de leurs mains, brouille complètement la frontière coloniale que les Espagnols essayent de construire entre les vainqueurs espagnols qui sont nobles par la conquête et les vaincus qui sont les gens du commun mésoaméricains. Et je terminerai juste en disant que je travaille sur une époque qu'on définit, et je pense qu'on a raison de le dire, au moins en partie d'époque coloniale, mais en fait le terme est complètement anachronique à l'époque. À quelques exceptions près, les seules mentions qu'on a du terme colonia et colonial à l'époque, qui sont vraiment rares, elles sont dues à des officiers royaux qui disent le peuplement de l'Amérique se passe mal parce que les Espagnols qui sont sur place considèrent qu'ils sont meilleurs que ce qu'ils sont, parce que ces grands officiers royaux regardent évidemment avec mépris ces Espagnols qui sont extraits de la masse du peuple, et donc il faut qu'on amène des chrétiens, des fermiers chrétiens humbles qui savent eux qu'ils ne sont que des fermiers chrétiens humbles, modestes, et qu'ils s'installent en Amérique. Et il conclut en disant qu'ils fassent ainsi comme le faisaient les Grecs, les Troyens, les Romains, quand ils allaient fonder des colonies. Il faut que l'Amérique devienne une colonie. Et c'est vraiment par cette émigration paysanne qu'on a le terme qui apparaît au XVIe siècle.
Et toi, Lou, est-ce que tu dois... Donc sur cette question, voilà, justement, de lien identitaire par rapport à la culture des plantes? Alors moi j'ai 2 réponses à cette question et qui j'espère pourront faire le lien avec ce que tu viens de raconter dans le contexte de l'Amérique du XVIe. La grosse, on va dire la problématique, comme on dit, de la thèse était d'essayer de comprendre comment un jardin domestique ou un jardin cultivé, peu importe où il se trouve, loin ou proche de la maison, pouvait porter un discours sur soi, c'est-à-dire comment est-ce que la personne qui cultive son jardin va, dans le choix des plantes, dans la disposition des plantes de son jardin, montrer en quelque sorte la façon dont elle se représente en fait. Donc dans le choix des plantes qui sont mises dans le jardin, par exemple, certaines personnes ont relié le choix de certaines plantes présentes dans leur jardin au fait qu'elles étaient indiennes, quitte à dire que puisque ces plantes avaient des usages hindous ou indiens, c'était des plantes indiennes, avec le flou évidemment donné dessus entre l'origine botanique et l'appartenance culturelle donc, qui était mis sur cette plante-là. Et dans un deuxième temps, donc ça c'est pour on va dire la transmission familiale depuis l'époque de l'engagisme, mais dans un deuxième temps, il y a donc dans le mouvement de continuer à transmettre toutes ces plantes, donc aussi d'essayer de les cultiver dans les jardins, parce qu'avec l'arrivée des supermarchés, on va dire, et surtout des pharmacies, certaines plantes ont régressé dans les jardins. Donc là, il y a des personnes qui essayent de redynamiser un peu les cultures domestiques, etc., et de rediffuser certaines plantes alimentaires et médicinales. Et ça va être accompagné aussi d'un effet de patrimonialisation. Donc certaines associations indiennes, en Guadeloupe, décident par exemple de créer des jardins, ou ça peut se faire aussi dans des jardins botaniques, de faire des carrés comme ça qui seraient des carrés indiens. On va mettre certaines plantes qu'on va juger proches de la médecine indienne ou des savoirs hindous, etc., et qu'on va montrer comme étant le patrimoine indien de la Guadeloupe. Et qui sont des constructions de sens que moi je trouve absolument fascinantes, parce qu'on va retrouver à la fois des éléments qui historiquement font sens, et aussi des choses donc, qui ont été ramenées de l'extérieur, sous prétexte que ce sont des plantes ayurvédiques, des plantes indiennes, médicinales, etc., et qui vont donc être plantées dans ces jardins, et qui vont apporter, on va dire, une saveur de sens vraiment particulière sur la définition de ce que c'est être indien, à la fois en Guadeloupe, à l'île Maurice, etc. Donc l'extrait, en fait, c'est issu d'un chant rituel, qui est une prière qui se chante à la fin des cérémonies, particulièrement des cérémonies dédiées à Mariamman, donc la déesse tamoule, c'est un chant d'origine tamoule, qui sert en fait à remercier les dieux de toutes les bonnes choses qu'ils ont offert pendant le rituel. Donc ça s'appelle Magalam, donc Mangalam en tamoul, ça pourrait être défini de manière très très schématique comme la grâce en fait. Et on va les remercier aussi sous les bienfaits des plantes qui leur sont intrinsèquement liées. Donc par exemple le curcuma avec le manjatani, qui est l'eau de curcuma qu'on utilise pour purifier, et le malépon qui est le jasmin, la fleur de jasmin particulièrement Jasminum sambac, et qui est associée à Mariamman. Avant de nous quitter, autre question traditionnelle de la panaméricaine, auriez-vous des recommandations culturelles, donc musique, films, livres, bandes dessinées, qu'importe, qui seraient plus ou moins en lien avec vos sujets d'études? Je sais pas qui veut commencer. Antoine, je t'en prie. En plus, je pourrais facilement inventer parce que les gens le voient pas, mais il y a une série de DVD juste derrière Antoine, donc je pourrais dire Gladiator, Battle Royale ou X-Men 2. Non, il y a un roman qui m'a pas mal marqué, qui est très court, donc il a cette vertu-là, qui est Pero Páramo de Juan Rulfo, qui est une sorte de présentation de ce que serait une sorte de Mexique éternel, un retour vers le village de l'enfance, dans une sorte de village fantôme. Bon. Mais il y a notamment un passage qui m'a marqué parce que il y a un dialogue avec un curé local et qui dit à un moment dans le dialogue que en gros les gens sur place sont pas des très bons chrétiens, et à un moment il fait
fait référence au fait qu'il y a des vignes et qu'elle donne un mauvais raisin et c'est un mauvais raisin comme sont mauvais les chrétiens du village. Et en fait, je sais pas si Juan Rulfo avait lu des textes du XVIe siècle, mais c'est le genre d'expression qu'on peut trouver au XVIe siècle, y compris dans des rapports un peu plus officiels. Et c'est quand même une idée qui, je pense, était assez prégnante à l'époque, que les plantes et la façon dont on les gère et l'agriculture sont représentatives de la qualité de la société humaine qui les occupe. Et que des bons chrétiens font de bonnes vignes et font du bon vin. Moi, je voudrais recommander le travail de l'une de mes 2 directrices de thèse, donc Catherine Servan-Schreiber, qui malheureusement nous a quittés en novembre 2021. Donc, c'était quelqu'un qui travaillait sur les littératures bhojpuri médiévales et particulièrement les savoirs oraux des musiciens bhojpuri. Et dans une deuxième partie de sa carrière, elle est allée à l'île Maurice, où elle a travaillé aussi avec des musiciens d'origine indienne à l'île Maurice, et elle a travaillé particulièrement sur la circulation donc, de ces textes, des poésies chantées, originaires de l'Inde du Nord, dans le folklore créole et mauricien. Donc j'aurais une petite recommandation en lui faisant un petit clin d'œil pour une chanson d'un musicien avec lequel elle a travaillé, qui s'appelle Sona Noyan, et qui chante un extrait de texte qu'elle a retrouvé à l'île Maurice et qui correspond à une chanson bhojpuri de l'Inde du Nord, donc, qui parle d'un jardin fleuri, et donc la chanson demande quelles fleurs as-tu plantées dans ta cour, qui sentent si bon, donc le jasmin, le champa, la cardamome et feuille de bétel, je crois. Merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges qui nous ont ouvert au monde végétal. Il était temps de se consacrer aux plantes. Et merci de nous les avoir introduits. Merci. Merci beaucoup.